L'arcade dentaire en général et la dent en particulier évolue depuis l'embryogenèse jusqu'à l'âge adulte en passant par diverses étapes impliquant plusieurs tissus biologiques et différents mécanismes. C'est la morphogenèse des arcades dentaires. L'établissement d'une occlusion physiologique n'est pas un événement isolé. Elle résulte de la coordination étroite entre trois phénomènes essentiels. La croissance des bases osseuses, la morphogenèse des arcades alvéolaires et la maturation des fonctions orofaciales. L'arcade dentaire peut se définir comme l'arrangement des dents dans l'os alvéolaire et de l'os alvéolaire dans l'os basal. Les formes et les dimensions de ces arcades sont déterminées par les positions qu'occupent les dents. Or, la position de chaque dent est elle-même le résultat d'un équilibre entre les forces qui s'exercent sur elle. La connaissance de ces étapes est d'un intérêt majeur pour le praticien, à la fois préventif et interceptif, étiologique, diagnostique, thérapeutique, en identifiant le moment optimal d'intervention et pronostic pour assurer la stabilité du traitement. Avant d'étudier la mise en place des arcades, il est indispensable de comprendre leur origine embryologique. Dès la 4e semaine de vie intra-utérine, après la neurulation, l'embryon développe deux pôles, crânial et caudal, délimitant un espace primordial, le stomodome, précurseur de la cavité buccale. Vers le 28e jour, la prolifération cellulaire au niveau du premier arc bronchial donne naissance au bourgeon maxillaire et mandibulaire. Le bourgeon nasofrontal apparaît vers le 35e jour. Un épithélium spécialisé, l'épithélium odontogène, se développe à la surface de ces bourgeons vers le 30e jour. Vers le 38e jour, les différents épithélias fusionnent pour former deux arcs continus, futurs supports des arcades maxillaires et mandibulaires. À la 6e semaine, une prolifération cellulaire forme la lame dentaire primitive, en forme de fer à cheval, qui s'enfonce dans le mésenchyme. Cette lame se dédouble en deux structures, la lame vestibulaire, à l'origine du vestibule buccal, et la lame dentaire proprement dite, d'où naîtront les germes dentaires. La lame dentaire primaire produit 10 renflements par arcade, les bourgeons, qui évolueront successivement en stade de cupule, puis en stade de cloche, aboutissant à la différenciation des amyloblastes, des pré-odontoblastes et de la pulpe embryonnaire. Au stade de cloche se forme la lame dentaire secondaire, responsable des germes des dents permanentes de remplacement. Les molaires permanentes, quant à elles, proviennent d'une extension postérieure de la lame primaire. Parallèlement, dès la 8e semaine, des gouttières osseuses se forment dans les ébauches maxillaires et mandibulaires. Vers le 4e mois, des travis osseuses transversales séparent les germes dentaires, créant l'ébauche des alvéoles. L'os alvéolaire continuera à croître avec l'éruption des dents, formant ainsi le mur alvéolaire. L'arcade dentaire s'inscrit dans un espace fonctionnel précis, le couloir dentaire, également appelé zone neutre ou zone d'équilibre. Ce couloir est délimité en dehors par les lèvres et les joues, muscles orbiculaires des lèvres et buccinateurs, et en dedans par la langue. Les dents trouvent leur position stable à l'endroit exact où les forces centrifuges exercées par la langue s'équilibrent avec les forces centripètes des lèvres et les joues. Toute modification de cet équilibre, interposition linguale, scission digitale ou respiration buccale entraîne un déplacement dentaire et une déformation de l'arcade. Le support structural de cette arcade est l'os alvéolaire, un os d'origine membraneuse indissociable de la dent. Il naît avec l'éruption dentaire, vit avec elle et disparaît après l'avulsion. Son développement est centrifuge. Il se compose de deux corticales, externes et internes, séparées par de l'os spongieux. La corticale interne, ou lamina dura, est visible à la radiographie. Son remodelage permanent en réponse aux forces fonctionnelles constitue le fondement même des déplacements orthodontiques. Entre la dent et son alvéole se trouve le desmodonte, ou ligament parodontal, un tissu conjonctif dense de 0,15 à 0,38 mm d'épaisseur. Ses fonctions sont multiples. Soutien de la dent dans l'alvéole, amortissement des forces occlusales, proprioception, déclenchant le réflexe neuromusculaire de protection, participation à la formation du ciment et de l'os alvéolaire, nutrition de ces tissus, et enfin, participation active au mécanisme d'éruption dentaire.
L'éruption dentaire constitue le moteur de la dentition. Shore et Masler la définissent comme la totalité de la migration de la dent, depuis sa crypte intraosseuse jusqu'à son emplacement fonctionnel. Ce processus est localisé, symétrique et programmé dans le temps. On distingue 4 phases successives. La phase d'éruption passive débute par la calcification de la couronne. Le germe ne se lève pas véritablement, mais la position osseuse augmente la distance entre lui et le bord basilaire. La phase d'éruption active préfonctionnelle commence avec la formation radiculaire, lorsque la migration vers la crête d'arcade devient plus rapide que la position osseuse. Il se termine par l'apparition de la couronne dans la cavité buccale. La mise en place fonctionnelle correspond au trajet depuis l'émergence buccale jusqu'au premier contact avec l'antagoniste. Enfin, l'adaptation occlusale, phase la plus longue, poursuit les mouvements axiaux et la croissance alvéolaire même après la mise en occlusion. Quant au mécanisme biologique de l'éruption, plusieurs théories ont été avancées. La formation radiculaire a longtemps été considérée comme le moteur primaire, mais on a observé des dents sans racines faisant leur éruption, et inversement des racines normales sans éruption. La prolifération pulpaire et péripulpaire a été proposée, mais des dents dépulpées continuent leur éruption. La théorie de la pression vasculaire n'a pas davantage été confirmée expérimentalement. Il est donc admis que l'éruption dentaire est un processus multifactoriel, impliquant conjointement tous ces mécanismes. Les diastèmes sont des espaces physiologiques entre les dents temporaires. Leur présence est un signe de bon pronostic. 2 types de diastèmes méritent notre attention. Les diastèmes simiens, ou espaces des primates, se situent du côté mésial de la canine supérieure, entre l'incisive latérale et la canine, et du côté distal de la canine inférieure, entre la canine et la première molaire. Le diastème de Bogg désigne l'espace interincisif. Bohm a classé les arcades temporaires en 2 types. Le type 1 présente des espaces interdentaires, un signe favorable pour l'avenir. Le type 2, sans diastème, conduit à une malocclusion par encombrement dans 84% des cas, selon Moret. Retenez cette donnée, l'absence de diastème en denture temporaire constitue un signal d'alerte majeure. Un concept complémentaire et fondamental est l'espace de Nance, ou leeway space. Il s'agit de la différence de diamètre mésio-distal entre les dents temporaires du secteur latéral, canine, première et deuxième molaire temporaire, et leurs successeurs permanents, canine, première et deuxième prémolaire. En moyenne, cet espace est de 0,9 mm par hémi-arcade ou maxillaire et de 1,7 mm à la mandibule. Cet espace est naturellement utilisé par la première molaire permanente qui se mésialise lors de la chute de la deuxième molaire temporaire. En orthodontie interceptive, il peut être exploité pour résoudre un encombrement modéré à l'aide de mainteneurs d'espace. Examinons maintenant comment s'établit l'occlusion en denture temporaire, complète entre 6 mois et 2 ans et demi. L'agencement intra-arcade présente des caractéristiques bien spécifiques. Les arcades adoptent une forme de demi-cercle. Les dents sont implantées verticalement, sans inclinaison particulière. Le plan d'occlusion est plat, sans courbe de Spee, et le surplomb incisif est faible. La denture temporaire stable, atteinte vers 3 ans, assure un triple rôle. La fonction masticatrice de l'enfant, le maintien de la dimension verticale de l'étage inférieur de la face, et la garde de l'espace pour les dents permanentes. Sur le plan interarcade, l'occlusion est de type engrenante. Chaque dent est en rapport avec 2 antagonistes, sauf les incisives centrales inférieures et les deuxièmes molaires supérieures. L'engrainement est peu marqué, avec un recouvrement incisif de 30% au maximum. L'occlusion canine constitue le repère fondamental. Selon Müller, la pointe de la canine supérieure doit se situer très exactement dans l'interligne entre la première molaire inférieure temporaire et la canine inférieure temporaire. L'élément pronostic majeur est le plan terminal, qui correspond à l'alignement des faces distales des deuxièmes molaires temporaires. Dès 1907, Chapman a décrit 3 configurations. Le plan terminal à marche mésiale, disposition classique, préfigure une classe 1, mais peut évoluer en classe 3. Le plan terminal droit, rapport cuspide à cuspide, peut également conduire à une classe 1. La marche distale conduit invariablement à une classe 2. Notons qu'un même sujet peut présenter un plan terminal différent à droite et à gauche. Retenez cette règle clinique impérative dans le cadre de l'orthodontie préventive et interceptive.
L'examen en denture temporaire doit cibler 3 éléments: la présence des diastèmes, l'occlusion canine et le plan terminal. Entre 6 et 12 ans, la denture mixte constitue une période de transition capitale. Pour mieux la comprendre, Desmogé a proposé en 1972 une classification en 10 phases, alternant dynamisme et stabilité. Cette classification répond aux préoccupations cliniques de l'orthodontie, en particulier interceptive et préventive. Pour évaluer le stade de développement, Château propose une formule simple. L'âge dentaire est égal au nombre de dents permanentes divisé par 4 plus 5. Notons que cet âge dentaire ne correspond pas forcément à l'âge civil ni à l'âge squelettique. La constitution de la denture mixte de 6 à 8 ans débute par l'éruption de la première molaire permanente, guidée par le plan terminal, et le remplacement des incisives temporaires par des incisives permanentes, plus volumineuses. Le déficit de place est compensé par 4 mécanismes: l'utilisation des diastèmes préexistants, l'augmentation de la vestibuloversion des incisives permanentes par rapport aux temporaires, l'élargissement de la distance intercanine d'environ 3 mm, et la maturation neuromusculaire, la langue redressant les incisives supérieures, tandis que les inférieures basculent en vestibulaire sous son influence. C'est durant cette phase qu'apparaît le stade du vilain petit canard, ou stade de Broadbent. Les germes des canines permanentes exercent une pression sur les racines des incisives latérales, provoquant un diastème interincisive et une divergence distale des couronnes. Ce stade est strictement transitoire et se résout spontanément avec l'éruption des canines. Sa persistance au-delà doit faire suspecter un frame médian hypertrophique ou un odontome inclus surnuméraire. La phase de denture mixte stable, de 8 à 10 ans, est une période d'apparente stabilité. Aucune dent ne fait éruption. Mais en profondeur, résorption des racines temporaires, maturation des germes permanents et croissance des bases osseuses se poursuivent activement. C'est la période idéale pour le diagnostic précoce et le traitement interceptif. La constitution de la denture adolescente, de 10 à 12 ans, voit le remplacement du secteur latéral. Canine, première et deuxième prémolaire remplacent leurs prédécesseurs. Les séquences d'éruption diffèrent selon les arcades et les individus. La première molaire permanente se mesialise alors en utilisant l'espace de Nance. Puis l'éruption de la deuxième molaire permanente, vers 12 ans, marque l'entrée dans la denture adolescente stable, période idéale pour la technique multi-attache. Enfin, la denture adulte jeune se constitue entre 12 et 14 ans, se stabilise entre 14 et 18 ans. Puis la denture adulte complète s'établit avec l'éruption des troisièmes molaires, vers 18 ans, après la création de l'espace nécessaire par apposition rétro-tubérositaire au maxillaire et remodelage du bord antérieur du ramus à la mandibule. La forme et les dimensions de l'arcade dentaire évoluent tout au long de la croissance pour s'adapter aux unités dentaires qui la composent. En denture temporaire, les arcades ont une forme semi-circulaire. La transition vers la denture mixte puis permanente les transforme progressivement en forme elliptique au maxillaire et parabolique à la mandibule. Le périmètre d'arcade, la ligne qui suit les bords incisifs et les cuspides vestibulaires jusqu'aux faces distales des deuxièmes prémolaires, connaît une évolution divergente. Au maxillaire, il augmente d'environ 1,3 mm entre 5 et 18 ans, grâce à la vestibuloversion des incisives qui compense largement la dérive mesiale des molaires. À la mandibule, il diminue de 3,4 mm chez le garçon et de 4,5 mm chez la fille, en raison de la position plilinguale des incisives permanentes et d'une dérive mesiale importante des premières molaires. La longueur, ou flèche d'arcade, est globalement plus petite à 18 ans qu'à 3 ans, malgré une augmentation transitoire lors de l'éruption des incisives permanentes. Quant à la largeur intercanine, elle augmente d'environ 5 mm au maxillaire entre 5 et 14 ans, avec un gain maximal de 3 mm autour de 6 à 8 ans lors de l'éruption des incisives et de 2 mm supplémentaires vers 12 ans lors de l'éruption des canines. À la mandibule, le gain est plus modeste, de 2 à 3 mm, concentré sur la même période, de 6 à 8 ans. Au niveau des premières prémolaires, la croissance transversale est faible, moins de 2 mm, reflétant davantage une croissance alvéolaire que squelettique.
La morphogenèse des arcades dentaires est influencée par de multiples facteurs qu'il convient de connaître. L'environnement squelettique et la typologie faciale jouent un rôle déterminant. Un sujet brachycéphale présentera une arcade carrée, tandis qu'un dolichocéphale aura une arcade plus triangulaire. L'environnement musculaire, repos comme en fonction, exerce en permanence des forces sur les arcades. Avec la maturation, la pression labiale augmente, tandis que la pression linguale diminue, contribuant en partie à la réduction du périmètre d'arcade. Le système dentaire lui-même, absence de dents surnuméraires ou dysfonction d'éruption peut perturber le cours normal de la morphogenèse. L'hérédité détermine la forme et le volume des dents, la forme de l'arcade au stade préfonctionnel et la situation des bases osseuses. Les facteurs ethniques influencent également la morphologie. Les sujets mélanodermes, par exemple, présentent des arcades plus larges. Enfin, le dimorphisme sexuel se traduit par des arcades généralement plus courtes et plus étroites chez la fille. En conclusion, l'examen occlusal constitue une étape essentielle et indispensable de l'examen clinique que tout praticien doit maîtriser. L'occlusion doit satisfaire des critères anatomiques, esthétiques, mais surtout fonctionnels. Les arcades dentaires et les bases osseuses constituent le terrain sur lequel l'orthodontiste est amené à intervenir. Il est donc impératif de comprendre parfaitement l'ensemble des phénomènes gouvernant la morphogenèse de ces structures, depuis la lame dentaire embryonnaire jusqu'à l'occlusion adulte. Cette compréhension permet de diagnostiquer précocement les anomalies, de prévenir les malocclusions, d'intervenir au bon moment grâce à l'orthodontie interceptive et d'assurer la stabilité des traitements à long terme. Ce module est maintenant terminé. Si cette approche clinique vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Pour vérifier vos acquis, retrouvez nos séries de QCM détaillées et classées par cours sur notre plateforme DentaQuiz, qui contient aujourd'hui plus de 50 000 QCM officiels couvrant l'ensemble des facultés dentaires en Algérie. D'ici la prochaine vidéo, gardez à l'esprit ce principe. Le chercheur de vérité ne doit pas faire confiance aveuglément. Il doit vérifier, analyser et questionner. Faites preuve de la même rigueur dans votre apprentissage. À très bientôt.